Moi, j'ai quitté l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais et où il y a eu tout ce boom avec la création de la loi influence. Mais le truc a pris une dimension tellement large que moi, je me reconnaissais plus trop finalement dans le mot influence. Quand je suis arrivée au Club Med, je leur ai dit, les influenceurs comme vous les entendez, ça va être nos boîtes de prod. Avec 100 000 €, tu pourrais également activer 1000 micro-influenceurs qui, eux, parlent 100% à ton ICP en fait, quoi. 100 000 €, c'est beaucoup d'argent. Prenez le temps et ne sautez pas à pieds joints dans je vais faire 100 000, je divise par temps, ça me fait 50 profils ou 100 profils activés. Ah, pas du tout. Bon les amis, avant de commencer l'épisode, un petit mot sur le partenaire du jour, il s'agit de Boost Your IA. Je vais vous dire un truc que je vois partout en ce moment. Tout le monde parle d'IA, mais très peu d'entreprises savent vraiment quoi faire concrètement. Du coup, souvent tu as deux scénarios. Soit les équipes testent ChatGPT dans leur coin sans vraie méthode, soit les dirigeants repoussent le sujet parce qu'ils pensent que c'est trop technique. Alors qu'en vrai, le sujet aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'il faut s'intéresser à l'IA, la vraie question c'est comment l'intégrer intelligemment dans une PME sans perdre de temps, sans bullshit et sans transformer les équipes en robots. Et c'est exactement ce que fait Boost Your IA. Ils accompagnent les PME pour déployer l'IA de manière concrète et opérationnelle. Pas avec des slides de consultants incompréhensibles, mais avec un vrai accompagnement terrain. En gros, ils bossent sur 3 choses. 1. Définir une vraie feuille de route IA adaptée à ton entreprise. Numéro 2. Former les équipes directement sur leurs outils et leurs cas concrets. Et numéro 3. Rendre l'apprentissage vivant avec des formats comme des promptatons ou des agentatons. Et je trouve ça hyper intelligent. Parce qu'aujourd'hui, le problème de beaucoup de formations IA, c'est qu'elles restent théoriques. Tu ressens motivé, mais tu sais toujours pas quoi faire lundi matin. Là, l'objectif, c'est l'inverse. Mettre en place des usages utiles rapidement. Et honnêtement, je pense que les PME qui vont vraiment prendre le sujet maintenant vont avoir une énorme avance dans les prochaines années. Donc si vous êtes dirigeant, manager ou simplement curieux de voir comment intégrer l'IA concrètement dans votre boîte, je vous mets le lien en description pour découvrir Boost Your IA et réserver un audit gratuit. Maintenant, place à l'épisode. Faut que tu m'expliques ce que je fais là, du coup. Bah écoute, en fait, franchement, c'est comme j'étais en train de te le dire juste un petit peu avant. Bah, moi, c'est simple, le podcast, ça fait 3 ans, bientôt 3 ans que je l'ai mis en ligne. Je sais même pas, tu vois, à combien d'épisodes je suis. Tu dois être vers l'épisode 200, un truc comme ça, tu vois. Donc, ça commence à taper. Et tu vois, en fait, j'ai commencé de base à dire, voilà, je voulais un podcast entrepreneurial pour prendre le temps. Pour, tu sais, encore une fois, m'en servir comme outil de marque personnelle. Donc, j'ai invité tous mes potes. Enfin, franchement, dans la saison 1, je pense que tu connais la moitié des gens. Il y avait Louis Marty, Olivier Ramel, Harold Gardas, enfin, tous ces gens-là un peu de cet écosystème. Et en fait, peu à peu, tu vois, moi, il y a 3 ans, je commençais à faire des business dans la creator economy. Et plus ça a été, plus je me suis recentré sur l'influence. Et donc, du coup, maintenant, je me dis que j'ai, au bout de 200 épisodes, aussi un peu fait le tour de tous les entrepreneurs que j'admire, que j'avais envie d'inviter. Et je me dis que maintenant, quand même, le podcast, il faut que je m'en serve aussi comme outil de marque personnelle où on ne dit pas Hugo Benz, c'est un entrepreneur qui a un podcast et qui poste sur les réseaux, quoi. Et Parce plus un mec qui est dans l'influence, quoi. Parce Voilà. que tu préférais qu'on dise de toi que tu es influent et que tu es dans l'influence. Alors, pas forcément que je suis influent, mais que je travaille dans l'influence pour être toujours mieux identifié. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, même si je fais un peu de sales, d'outreach, etc., en fait, j'ai quand même beaucoup d'entrants de boîtes SaaS, boîtes B2B, qui, quand ils veulent faire des activations d'influence, quand même, comme on n'est pas beaucoup encore, tu vois, faire vraiment ça, vraiment typiquement sur le B2B, du coup, ils m'identifient, quoi. Ouais. Tu vois, tout comme toi, tu peux être l'identifier sur ta verticale, quoi. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que tu parles de créateur économie et influence. C'est un écosystème. Moi, je l'ai un peu... je te le disais tout à l'heure. C'est pas que je l'ai un peu renié, mais il y a eu une période où c'est monté très, très haut. Certainement à la période où moi, j'ai quitté l'ancienne entreprise dans laquelle j'étais et où il y a eu tout ce boom avec la création de la loi influence. Moi, j'étais montée à Bercy avec le cabinet de Bruno Le Maire pour la loi, etc. C'était génial. Mais le truc a pris une dimension tellement large que moi, je me reconnaissais plus trop finalement dans le mot influence pendant 2-3 ans, maintenant que je suis à mon compte. J'ai essayé, je parlais d'influence, mais j'étais en mode, je fais de l'influence, enfin, c'est surtout des relations publiques, tu vois. J'essaie de rendre le truc un peu plus humain, cartésien, peut-être moins commercial aussi, plus revenir à ce qu'était dans ma définition l'influence. Il y a un peu plus que ça maintenant. Il y a 5-6 ans, je donnais des cours à Sub de Pub, et je devais donner des cours sur la partie influence et j'aimais dire l'influence c'est l'enfant des relations publiques et tu as eu entre-temps au milieu aussi on parlait de ça tout à l'heure, on a grandi dans des écosystèmes où moi j'ai fréquenté des personnes qui à l'époque avaient lancé l'endorsement
Et l'endorsement, c'était peut-être l'intermédiaire. Tu as l'influence, l'endorsement, et avant ça, les relations publiques, peer-to-peer, des marques. Je raconte souvent l'histoire à la fin des magazines, genre Gala. C'était l'exemple type, mais à la fin, tu avais des pages où mais tu le retrouves encore dans un Madame Figaro, tu as des pages un peu VIP, etc., des événements. En fait, les relations publiques, l'événementiel, les marques préemptaient ce genre de moments. Pour moi, c'était ça la première prescription influence avant que le digital arrive. Et j'ai l'impression que j'ai eu besoin de retourner à ce qu'était à l'origine l'influence parce que le digital m'a un peu fait... pas perdre la tête, mais j'étais un peu en mode oh là, tout le monde se l'approprie et tout le monde le voit un peu comme tout le monde a voulu monter dessus au point d'en perdre le pourquoi je veux aller là-dessus. Et moi, ça m'a un peu perturbée. J'avais envie de dire aux gens oh mais non, attendez, posez-vous les bonnes questions avant d'y aller, quoi. Donc c'est ça, en fait, toi, c'est même un peu le fait que ce mot, il a été un petit peu galvaudé. Alors, c'est vrai que je trouve qu'il a été vachement aussi traîné dans la boue. Et je trouve qu'en effet, il est en train depuis de 2-3 ans, ça va mieux. Ouais. Donc aujourd'hui, tu vois, parce que alors nous, dans le B2B, c'est encore pire parce que nous, c'est vraiment un marché qui est ultra nouveau. Hein, l'influence dans le B2B, on en parle peut-être depuis 2022. Tu vois, donc c'est quand même c'est un marché bébé, quoi. Et encore une fois, 2022, 2023, 2024, on n'aimait pas trop dire qu'on était des influenceurs. Et justement, même ce mot, en effet, on le cachait un peu. Et alors maintenant, en fait, pour moi, c'est un mot marketing plutôt qu'un, tu vois, l'influence, c'est un canal marketing comme peuvent l'être les ads, le SEO, le SIA, etc. Quoi, tu vois. C'est comme ça que mon poste a été créé dans l'ancienne boîte dans laquelle j'étais. La période où tu as certainement dû, du coup, me connaître. Ouais. C'était une création de poste parce que... c'était hyper smart de la part de mon ancienne boss. Donc, elle était CMO pour la zone IMIA. L'ancienne boîte, c'est... Club Med. Club Med, voilà, c'est comme ça que je t'ai connue. Et en fait, c'était un recrutement sur cette zone-là. Et elle a voulu positionner une équipe au même niveau que les autres leviers du marketing. Donc, j'étais à la même, j'aime bien dire la table ronde, entre guillemets, du marketing avec le média, le produit, la brand, le CRM. Et il y avait l'influence et qui était un écosystème. Quand je suis arrivée, on s'est dit avec mon ancienne boss, dans l'influence, on va mettre les réseaux sociaux, les relations de presse, les relations publiques, les partenariats et les influenceurs. Et tout ça forme un écosystème fort d'influence puisqu'ils ont tous le même enjeu. Moi, j'avais les réseaux sociaux, mais partie organique. L'idée, c'est de faire de la prescription, de la désirabilité, donner envie aux gens, voilà, de l'influence, d'influencer un petit peu les personnes. Et d'avoir mis à ce niveau-là, et je te parle de ça, du coup, moi, je suis arrivée au club en 2019, donc ça fait quasiment 7 ans. Ouais, donc c'était... Donc, il y a 7 ans, avoir dans un groupe qui s'appelle Club Med quand même, tu vois, c'est une marque assez statutaire qui fait un chiffre conséquent, etc., de bousculer un peu les lignes du marketing et de pas juste me dire, tiens, Tiff, tu vas reporter à la communication. Non, tu vas reporter au marketing, tu as un enjeu qui va être business. Moi, j'étais pas là pour, je dis souvent, cracher des paillettes. Je suis pas une licorne quand on fait de l'influence. Il faut qu'à un moment donné, ça serve. Oui, ça sert à la notoriété, mais ça doit servir à un moment donné, l'un des objectifs du marketing, notoriété, engagement ou acquisition. On peut pas être un mouton à 5 pattes, mais moi, j'avais un enjeu fort de business, d'aller recruter une nouvelle audience. Et c'est pour ça qu'on a bossé une strat qui était hyper cool. Et je reprends ton point de tout à l'heure, moi, le mot influenceur me dérangeait aussi parce que je savais que quand je suis arrivée au Club Med, c'était pas la cible qu'il fallait que j'aille chercher. Il y a 7 ans, quand je suis arrivée au club, je leur ai dit, les influenceurs, comme vous les entendez, les créateurs de contenu, les blogueurs, en fait, eux, ça va être nos boîtes de prod. J'ai besoin d'avoir des contenus inspirationnels, j'ai besoin d'avoir une famille, j'ai besoin d'avoir la maman qui part avec son enfant et le mari sous le bras et qui va me faire du contenu hyper sympathique. Elle représente le persona. Mais son audience, comme c'est souvent à l'époque... L'influence, les audiences n'étaient pas ultra qualifiées. Enfin, c'était des profils très généralistes qui parlaient de plusieurs sujets. C'était beaucoup moins segmenté et même niche qu'aujourd'hui. Moi, je leur ai dit, il faut qu'on aille chercher des vrais gens. Et c'est là qu'est née la notion de KOL, Key Opinion Leader, d'aller chercher des personnes qui sont... En fait, moi, je leur ai dit, creusons un peu le persona client du Club Med. Qui est-il ? On va chercher les homologues qui ont potentiellement... 5, 10 000, 15 000 followers sur Instagram et limite... C'est presque de la micro-influence en fait. Mais c'était de la micro. Ouais. Et moi, ces personnes-là, il y a 7 ans, quand je les ai approchées, elles ne voulaient pas qu'on les appelle influenceurs, quoi. Ça a été un vrai sujet. Ouais. La transition, ma première OP, où j'ai pu appliquer ma strat, c'était pour le lancement du resort Amiches en République dominicaine. Il n'y a aucun des profils que j'ai invités qui se considérait comme influenceur, qui avait un agent. J'avais une créatrice de marque, j'avais une RP, j'avais un chef, j'avais 2 meilleures amies créatrices. Et j'avais fait des compositions de la bande de potes, la famille, les 2 copines, les cousines, les machins, les bidules. Pour avoir plusieurs tableaux, en fait. Pour avoir, au sein d'un même événement, sur une même destination, des contenus qui soient de prisme pour des personas différents. Que du coup, je fasse d'une pierre, j'avais 5-6 profils différents.
Et d'une pierre, 5-6 coups, quoi, tu vois, sur la même OP. C'était une colonie de vacances, c'est génial, tout le monde match de ouf pendant l'événement, mais c'était surtout donné à voir via les stories d'un prisme différent. On a vu la destination à travers les yeux d'une famille, à travers les yeux de 2 copines, à travers les yeux de... Tu vois, c'était ça qui était assez intéressant. Mais ces profils-là, à l'époque, c'était les prendre par la main, quoi. En mode, faut faire des stories. Et surtout, le beau n'existait pas vraiment. Et moi, je m'en foutais. Là où la marque attendait derrière, elles sont pas très jolies, ces stories. Oui, il est chef. Son métier premier, c'est d'être chef. Ces stories, on s'en fout si elles sont moches. En fait, derrière, il a une audience qui suit. Il a un engagement que très peu de vrais influenceurs ont aujourd'hui. On s'en fout. Il continue de faire ses stories moches. Elles fonctionnent. Moi, je m'en fous. Et d'ailleurs, en plus, c'est marrant parce qu'à l'époque, en effet, je comprends que ça puisse déranger. Et en fait, aujourd'hui, c'est carrément prouvé que l'authentique marche mieux que D'ailleurs, les plateformes s'y que le adaptent. crachage de paillettes, comme tu disais. Ouais. Les plateformes s'y adaptent, contenu beaucoup plus authentique. Après, ce qui est génial, c'est, tu disais tout à l'heure, la créateur économie, elle a énormément évolué. Ça a créé de l'emploi. Enfin, c'était toute l'ambition quand on a fait le projet. Et moi, j'ai pu accompagner Club Med, du coup, dans le projet de la création de la loi. Enfin, on avait d'abord fait le certificat en amont. Il y avait un sujet on savait qu'on aurait un impact demain, qu'il fallait que ce soit une grande boîte qui participe pour donner, entre guillemets, l'impulsion. Nous, alors après, c'était très personnel, mais je me disais, en fait, on a un produit qui est tellement onéreux, il faut qu'on fasse la différence parce que d'un point de vue, il y a un impact qui est quand même considérable et je voulais donner de la valeur à ce qu'on offrait aux gens. On n'offrait pas un rouge à lèvres à 20 €, on offrait un séjour entre 5 à 20 000 € en fonction du profil. Donc, il fallait derrière que, économiquement parlant, on fasse réaliser aux personnes avec qui on travaillait de la valeur du produit qu'on leur remettait entre les mains, de l'enjeu business que moi j'avais, sans pour autant être too much. Et il fallait qu'économiquement, à un moment donné, tout le monde s'y retrouve, quoi. Donc, je trouve ça cool. Non, mais clairement, et en fait, tu vois, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, parce qu'en fait, on est assez alignés là-dessus, où en fait, toi, ce que vous aviez vu avec la stratégie que tu avais fait pour le Club Med, en fait, à l'époque, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui, du coup, de plus en plus arriver. Tu vois, quand je fais un truc comme le Mont Blanc, où tu étais là, où en fait, encore une fois, on fait venir pas des stars, mais des micro-influenceurs qui représentent des personnages et des personas du coup pour les sponsors en fait. Où en fait encore une fois on les met dans un lieu. On n'est pas là à dire allez dans cette banque c'est super ou quoi. Allez utiliser cet outil c'est super ou quoi. Bah en fait on les fait raconter une histoire et en fait on allie en fait la marque à ça. Et tu vois moi c'est à l'époque où je t'ai connu. Je pense pas que c'était pour celui de la République dominicaine. Je pense que c'est l'OP que vous aviez fait pour les Seychelles, pour le padel. Où du coup, tu avais invité mes amis Olivier Ramel de Kimono et Louis Marty de Merci Andy. Alors, il y en avait d'autres aussi. Il y avait Bon Entendeur aussi qui était là. C'était une OP de fou. Mais pareil, en fait, chaque OP, et c'est marrant pour la petite anecdote, j'y pensais ce matin en venant, avant d'être recrutée au Club Med, le premier séjour dont je te parle là à Mitchess, il y avait Marie Courroy, il y avait Alex Petit, il y avait Julie Pelé, Julien... Enfin, il y avait du très beau monde, Audrey Lombard, etc. Cette OP-là, j'avais écrit le casting 1 an auparavant, avant même d'arriver au Club Med. Je savais qu'un jour, je bosserais au club et je voyais leurs stories, etc. Et je me disais, si un jour, je devais diriger l'influence chez eux, ça, ce serait le casting rêvé. Ça a été le premier casting que j'ai appliqué et ça a été genre révélation en mode les leaders d'opinion, il faut qu'on surfe là-dessus. Seychelles, je me suis tout autant éclatée et pareil, c'était de la construction de persona. Il y avait Margot de Fouchier, il y avait Bon Entendeur, on avait Manon Lem qui était là aussi. Je me rappelle même de la story qu'avait fait Bon Entendeur avec le cocktail là. Ouais, bien sûr. C'était incroyable. En fait, on avait, pareil, plusieurs prismes à aller cocher sur cette OP-là. Et en effet, Club Med lançait à ce moment-là aussi le paddle. C'était tout nouveau et il fallait que je puisse trouver, en fait... pareil, c'était pas important qu'il soit connu ou pas, mais il fallait qu'il soit affinitaire en termes de persona, quitte à ce que le Club Med les lance, entre guillemets. Enfin, tu vois, c'était en mode hyper intéressant pour moi de dire, donc Blue Athletics, la ligue de Olivier, il venait de la lancer. Et je lui dis, en fait, moi, ça m'intéresse, t'es entrepreneur, vous incarnez un persona qui est clairement dans la cible du club. Donc, en fait, venez, ça vous fera de la visibilité. Et il s'avère que moi, je leur ai présenté Babola parce qu'on a fait venir un champion du monde, champion de France, champion du monde, j'ai peut-être été un petit peu audacieuse. Un champion de France. C'était le numéro 1 français à l'époque. C'était le numéro 1 français, Bastien Blanquet, exactement. Et Bastien, il est venu. Du coup, on avait aussi l'équipe Babola qui était là. Et il s'avère que du coup, ça a fité. Et Babola a été le premier partenaire on-court de Blue Athletics. Moi, j'adore quand les trucs se construisent, tu vois, comme ça. Enfin, ça s'est lié d'amitié. Je sais que Louis, Olivier, Bon Entendeur, ils sont restés en contact. Même avec Margot, on se revoyait, la team. Enfin, ça crée du lien. Et c'est des... En fait, quand ça matche sur place, tu te rends compte que ton casting était le bon. Et s'ils ont envie d'y retourner après... Bon, en fait, tu dis que... Tu sais que même grâce à toi, normalement, on devait même faire une OP au sommet du Mont Blanc pour Babola.
C'est-à-dire que quand même, on est monté, Louis et moi, avec une raquette Babolat dans notre sac. Incroyable. Et moi, en fait, au sommet, j'étais tellement ému de ça et tout que j'ai oublié de faire l'OP. J'ai oublié de... Donc, J'adore. je me suis tapé la raquette tout le long pour rien. Mais bon, bref, tu vois, c'est marrant comme, tu vois, après, les choses restent. Et en fait, c'est ça qui est fou, quoi. Ouais. Tu vois, tout ça, c'est génial. Et après, il faut avoir le bon produit pour le faire. J'ai eu la chance d'avoir un produit qui est l'expérience. Quand tu bosses dans l'hospitality et que tu as de l'expérience, c'est génial. Je pense que c'est un autre sujet demain quand tu as un produit de consumer de consommation dit classique. Moi, je suis beaucoup plus inspirée quand il y a de l'expérience. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, quand je fais de l'influence, moi j'appelle ça maintenant des relations publiques, c'est des personnes qui font appel à moi pour inviter les bonnes personnes à un événement. Donc là, on revient à un métier un peu plus traditionnel, relations publiques, vous avez un événement, un dîner, une remise de prix, enfin je ne sais quoi. J'invite normalement les bonnes personnes. Et ça, c'est le truc qui me fait vraiment kiffer. Là où en influence pure, quand tu as du consumer, j'imagine que ça doit quand même être un sacré casse-tête, tu vois, d'envoyer des produits, le gifting, enfin c'est un truc où je me dis à un moment donné, même moi je suis arrivée au bout dans ma réflexion en me disant en fait si l'écosystème se renouvelle pas, on va faire comment l'écosystème, dans le sens où tu as un casting qui fonctionne, quand tu as finalisé ton casting, what's next? Et tu n'as pas envie d'aller chercher des petits nouveaux juste parce qu'ils ressemblent, tu as envie d'avoir Moi, c'est un ressenti. Enfin, il y a des profils où je me dis, c'est bon, c'est lui, c'est limite intuitif, tu vois. Et en fait, il faut aussi laisser du temps pour que d'autres profils émergent, etc. Sauf que la réalité, c'est que le temps, parfois, on n'en a pas. Et tu prends des profils par dépit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est un peu... moi, j'étais un peu tiraillée entre... j'ai l'impression que j'ai fait ce que je pouvais faire avec le casting que j'avais à l'époque. Et je m'éclate, pour être transparente, vachement aussi dans les relations publiques pures. Parce que c'est des profils qui m'inspirent, moi, la dimension un peu B2B, professionnelle. Tu vois, ce que tu avais fait pour le Club Med, ça reste pour moi un peu des RP aussi. En fait, ils font un lancement. Ils font un lancement qui est, ils lancent le paddle au Club Med. Ils le lancent du coup dans ce Club Med mythique qui est celui des Seychelles, qui est l'un des plus beaux, etc. En fait, c'est un lancement. Tu fais venir, du coup, c'est KOL, c'est Key Opinion Leader, micro-influenceur. Tu vois, enfin, bref, on peut leur donner plein de noms. En fait, pour ce lancement. Et en fait, bien sûr, voilà, ils passent un bon moment, il y a cet effet colo. Ils font, eux, plein de contenu organique, parce que je suppose qu'ils n'ont pas de contrat. Ils le font parce que c'est un échange de bons procédés, tout le monde est content, tout le monde y gagne. Même quand il y en a des contrats, à l'époque, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'étais assez soft sur ce que je demandais, parce que je savais que les profils avec qui j'allais travailler allaient, quoi qu'il, en faire plus. Donc, en fait, tu contractualises parce qu'il faut que ce soit contractualisé. Mais tu as quand même... c'est vraiment toujours le même point. Hein. Quand c'est les bons profils avec la bonne destination, le bon produit au bon moment, c'est un peu all-in, quoi. Mais c'est ça. Donc, du coup, en fait, parce que si on rentre un poil, en fait, dans le détail, en fait, d'une opération comme ça, donc, du coup, qui est une opération marketing, qui n'est pas juste une opération d'influence, comme tu le disais, tu parles avec le CRM, tu parles avec le produit, tu parles avec la brand. Donc, en fait, à la fin, il y a quand même un peu des KPI aussi à aller chercher. Une OP comme ça, donc, pour moi, en fait, qui est aussi une opération de relations publiques, tu invites les bonnes personnes, ils vont faire des contenus organiques de leur côté. Je suppose que vous aviez aussi des équipes de prod pour créer des contenus sur place que vous allez réutiliser après, peut-être pour des ads, pour des vidéos promotionnelles, pour de l'interne, pour de l'externe. Enfin, c'est un peu 360, quoi. En fait, c'est exactement ça. Même, tu vois, j'en parle... même aujourd'hui, je monte sur des projets avec des agences, etc. Majoritairement sur du planning strat et de la strat pure. Et à chaque fois, je leur dis... Posez-vous les bonnes questions. Il faut que ces OP-là, l'influence, parce que ça reste un sujet où, en fait, je pense qu'il faut aussi éduquer en interne, tant côté annonceur que côté agence. L'influence, c'est pas une OP one-shot dans un coin. C'est un levier, mais un levier qui doit aider à transpirer l'ensemble. Quand on fait une OP d'influence, tout le monde doit venir manger sur cette OP-là. Donc, en fait, que ce soit un voyage ou je ne sais quoi, mais... Tu fais une OP d'influence, il faut que le CRM s'en serve pour, je sais pas moi, choper une interview. Tu vois, tu poses 2-3 questions au profil et tu mets ça dans une newsletter hyper sympathique, les mots d'eux, et tu vois, signé, etc. Il faut que ta boîte de prod à toi, elle soit sur place. T'en profites pour faire venir un média. Un média transverse en disant, au lieu de parler juste de telle destination ou de tel produit, venez le faire à travers les yeux de telle célébrité ou tel invité. En fait, c'est un hook. En RP, on galère à avoir des hooks. Enfin, c'est super dur pour bosser beaucoup avec des agences de presse qui veulent aussi tirer le fil des relations publiques. C'est très compliqué de trouver toute l'année, quand tu n'as pas des nouveautés produits, en fait, cette partie un peu relations publiques, influence, ça te permet d'incarner
Et après, tu as le champ des possibles, incarné par différents personas, par différents profils. Et donc, ça te donne une possibilité d'aller créer un peu de contenu et de te faire parler de toi, en fait, en attendant ta nouveauté produit. 1000 fois aligné, parce qu'en fait, tu vois, et en plus, t'as eu, c'est marrant parce que tu vois, le triptyque que tu as utilisé tout à l'heure pour dire à quoi sert l'influence. Donc, l'influence, évidemment, c'est pour la brand awareness. Donc ça arrange toujours les agences et les influences, parce que du coup, quand c'est juste ça le but, du coup, tu as un peu moins de pression. Mais en fait, tu vas aussi calculer l'engagement et tu vas calculer, évidemment, aussi la conversion. Parce qu'encore une fois, l'influence, c'est un levier marketing qui est là pour amplifier une stratégie marketing globale. Et à la fin, quand même, le but d'une stratégie marketing, c'est quand même de faire des ventes et d'augmenter son pipe client. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes, je trouve, qui utilisent l'influence juste pour l'un des 3 leviers. Alors qu'en fait, une fois que tu as fait ton un peu d'influence, c'est pas comme une fois que c'est posté, voici, ça fait tant de reach, tant d'engagement, et ciao. Il faut continuer de se resservir en fait, de tout ça, quoi. En fait, il faut se dire que l'influence, quand elle n'a pas d'intention d'acquisition, elle est très liée à de la com. La com n'a pas d'enjeu d'acquisition business, donc c'est une OP de com, c'est OK. Tu as des marques qui ont du budget pour faire de la noto et elles veulent surtout faire un coup de com, fine, recruter des audiences, pas forcément dans un enjeu d'acquisition business, mais juste être vues par un maximum de personnes. On est sur du volume. Tu as d'autres OP qui, dès lors qu'elles ont un enjeu d'engagement et d'acquisition pure business, des nouveaux leads, là, tu bascules dans le marketing. Quand tu as, par exemple, on te dit, moi, l'influence, il faut qu'elle soit purement sur de la notoriété, tu peux avoir d'autres leviers du marketing qui vont être en complémentarité pour aller faire ton acquisition. Ils récupèrent les éléments, ou du moins le buzz, entre guillemets, qu'il peut y avoir sur ton OP d'influence, et ils récupèrent la data, et derrière, ils déroulent leur plan marketing avec de l'acquisition, mais d'autres leviers. Mais il faut avoir en tête, pour moi, je dis souvent, faites un mapping et une putain de roadmap sur... on active quoi, pour qui, pourquoi, enfin juste se poser des questions. Et c'est marrant, ce week-end, je parlais avec une copine sur la maturité qu'on peut avoir dans nos métiers. Je me rappelle, il y a au moins 15 ans, quand je bossais en agence de design, les planeurs strat, ils passaient leur temps à poser la question, mais le pourquoi, le why, le sens, et pourquoi je fais ça, et les personas. Et moi, j'étais en mode flemme, j'ai une idée, pourquoi on la déroule pas? Et en fait, aujourd'hui, là, avec du recul, et maintenant que on a de l'expérience dans nos métiers, etc., je me dis, mais c'est tellement clé pour la rentabilité, ça fait ses preuves. Un cas qui est calé avec les bonnes questions en amont, en fait, il y a beaucoup moins de chances que tu puisses te planter. Mais se poser les bonnes questions en amont, notoriété, engagement, acquisition, l'influence, elle fait pas tout. Tu as plein d'autres leviers qui sont canons. Comment je fais pour que demain, ça fonctionne, quoi? Clairement. Et aujourd'hui, du coup, donc c'est ça que moi, je t'ai connu longtemps, du coup, quand tu étais au Club Med. Maintenant, du coup, tu es à ton compte, tu as plein de clients. D'ailleurs, en fait, c'est simple, c'est qu'au Mont Blanc, du coup, tu étais dans la clique parce que tu étais invité par notre partenaire principal, qui était nos chers amis qu'on embrasse et qu'on aime d'amour, SNCF Connect. Et tu sais que, fun fact, du coup, Marie Perrin, du coup, de SNCF, je l'avais connue avec Olivier à un événement. Pas les Big Boss, mais un autre. Je crois que ça s'appelait pas Crystal ou un truc comme ça. Ça te parle, un truc comme ça? Ah, ça me parle. C'était un événement, c'était pareil, c'était au Club Med, au ski. D'ailleurs, c'était à Saint-Moins, je me rappelle. Ok. Alors, c'est pas les Big Boss ou l'autre, ou les Napoléons, c'était un troisième, et je crois qu'il n'existe plus. Maintenant, c'est les étoiles du sport. Il y a les étoiles du sport, les Big Boss qui s'y passaient. T'as Crystal, non, c'est peut-être pas non, Crystal. Bon, bref, t'as compris, c'était ce type d'événement, c'est pareil, avec que des CMO, des gens du digital. Je me rappelle, hyper cool cet événement. Et je me rappelle qu'il y avait Marie Perrin qui était là, parce qu'elle avait déjà, je pense, un gros poste au digital. Elle était déjà au Club Med, du coup, quand tu l'as rencontrée. Elle était au Club Med, du coup, à ce moment-là. Et je me rappelle qu'en plus, elle était là, et avec Olivier, tu connais Olivier, on l'avait pris sous notre aile. Vas-y, on a fait la fête, tout ça et tout. Enfin, on est resté beaucoup avec elle, on a vachement sympathisé et on s'était un peu perdu de vue. Et en fait, un jour, je la retrouve sur LinkedIn parce que je voulais chercher quelqu'un à contacter chez la SNCF. Et là, je me dis, mais putain, Marie, je l'ai rencontrée il y a 4 ans à un événement. Et tu vois, je la recontacte. Et tout de suite, parce qu'elle m'avait en tête, parce que j'avais vu à cet événement, et tout de suite, elle m'a fait rencontrer les bonnes personnes. Et ça s'est fait, mais genre en une semaine. Donc, tu vois, comme juste là, je fais une parenthèse comme quoi, aller quand même aux événements, aller parler aux gens. Et surtout, en fait, soyez sympa. Mais sans rien attendre en retour. Nous, à l'époque, on avait été sympa avec elle, on n'avait rien à vendre au Club Med, tu vois. Et tu vois, un jour, ça peut vous servir, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce que SNCF Connect, moi, ça a été un sacré client. Quand je me suis mise à mon compte, c'est drôle, il fallait que je trouve un positionnement. Donc, je me suis dit, je vais faire du conseil en communication marketing pour des marques premium lifestyle. J'étais en mode, je vais aller que sur du truc un peu désirable. Et j'avais pas vu l'angle mort de marques peut-être moins désirables sur le papier, mais qui tendaient à.
Et donc, moi, Marie, je l'ai rencontrée au Club Med. Ça a été un crush de ouf. On s'est vu la première fois et je lui ai dit, en fait, toi, tu le sais pas, mais on va devenir meilleurs potes. Ah, mais t'es tellement sympa, Marie. Ça, c'est notre histoire, tu vois. Autour d'une table, en mode, c'est-à-dire qu'on va bien s'aimer, on va passer beaucoup de temps ensemble, voilà. Et en fait, quand elle a rejoint Connect, elle m'a dit, écoute, je fais un audit en interne, je vois ce qu'il en est, mais il y a moyen qu'on ait besoin de toi sur la partie influence parce qu'on a quitté à 1 mois près le club en même temps. Et en fait, j'étais en mode SNCF Connect, je vois pas j'étais en mode je vois pas ce que je peux faire en influence. Et en fait, on a eu un boulevard de réflexion ensemble jusqu'à créer du coup ce crew influence, mais qui est assez large. On s'est fait kiffer sur, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais quand on parlait tout à l'heure de inviter les bonnes personnes, avoir de l'influence, c'est pas juste faire des stories. On a fait, elle a organisé du coup pour le lancement d'une campagne le showcase privé d'Alyosha. Moi, mon rôle à moi, c'était d'inviter des gens. J'aurais pu inviter des influenceurs et je lui dis non. On a invité Guillaume de Serval qui est devenu ambassadeur. On a invité pas mal de personnes, de profils qui, tu vois, je vais pas tous les citer, mais un grand patron d'une marque de prêt-à-porter parce que je sais qu'en parallèle, il a son propre label et il est passionné par la musique. Il est venu, alors que normalement, il vient à aucun événement parce qu'il est genre ultra demandé. Mais en fait, j'ai visé le bon sujet. Je lui ai dit invitation, showcase d'Alyosha. Et il est venu, il m'a dit, tu pouvais pas rêver. Et il est venu avec l'un de ses poulains. Et en fait, c'est vraiment ce sujet d'avoir le bon casting, les bonnes personnes. Et aujourd'hui, je vois que la marque, elle prend plaisir à développer son crew d'influence. Et quand elle m'a fait un message, je leur avais dit, regardez bien aussi sur LinkedIn, il se passe beaucoup de choses. Elle collabore du coup avec Justine Hutto. Là, récemment, on a fait Major Mouvement, Philosophie Sexy. C'est tous des profils que je suis allée leur chercher. Un Nicolas Fleury, d'univers complètement différents, mais qui vont toucher les différents personas. Et aujourd'hui, quand ils ont des profils, typiquement, comme le tien, monter sur un projet comme ça, en fait, c'est un truc que la marque, elle s'autorise en disant c'est des territoires qui sont inexploités, qui sont peut-être pas dans le viseur traditionnellement quand on regarde la marque, et qui pour autant vont parler à un maximum de personnes. En fait, l'adrénaline, l'entraide, ce crew entrepreneur, le dépassement de soi, bien sûr que ça parle à une marque comme ça, bien sûr qu'elle a envie d'investir là-dessus. Et je trouve ça génial, en fait, quand des profils comme Marie, mais plein d'autres, en interne, font aussi bouger les lignes pour que ces marques statutaires arrivent. Le mot, c'est pas dépoussiérer, on leur demande pas de dépoussiérer, mais arrivent à un petit peu faire bouger les lignes et à se rendre désirables. Et à tendre à devenir des love brands, en fait. Tu vois et SNCF Connect, ça reste le train, c'est écolo, c'est le voyage. Le fait, c'est quoi leur tagline? C'est rapprochez-vous, non? Retrouvez-vous. Ouais. J'ai plus la tagline en tête. Mais bon, ouais. C'est pas bien de notre part, mais c'était ça, grosso modo, c'est retrouvez-vous, un truc comme ça. Et du coup, ça marche grave quand même, parce que c'est que des valeurs universelles, mainstream qu'on adore, quoi. Mais tu vois, l'intérêt d'avoir des personnes qui sont amoureuses de la marque dans des boîtes comme celle-ci, c'est la capacité à créer de l'émotion. SNCF Connect, c'est une application digitale. Derrière avoir monté les campagnes qui ont été montées, sponsorisé les projets qui étaient sponsorisés, etc., honnêtement, moi, je dis chapeau, quoi. En fait, c'est le bon move, c'est ce qui rajeunit, entre guillemets, aussi. La marque, elle est jeune, mais elle appartient à un groupe qui est quand même... plus que centenaire. Voilà, donc dans le sens où je trouve ça cool de voir que le marketing, là, je vais au sens plus large, le marketing a encore des possibilités de bouger, il n'est pas figé, tout comme l'influence est arrivée et un petit peu challengé, tu vois, les copains, je pense que ça a fait flipper le CRM, le média. Moi, je me revois arriver au club à l'époque et je suis allée voir le responsable média et je lui ai dit, alors, tu le sais pas, tu as des millions, mais moi, je vais te prendre ton budget. Pas tout, mais je vais aller te chercher au moins 1 million. C'était un peu l'idée de dire, tu as beaucoup d'argent et c'était les kings. Le média, c'était et ça reste encore king dans le marketing. Moi, j'étais en mode, si je suis pas trop mauvaise dans mon boulot, je vais te récupérer un peu de budget, tu vas me filer un peu des millions, on va faire des choses pas mal avec l'influence. Je pense qu'on a un petit peu bousculé les codes et c'est super. Et de voir qu'aujourd'hui, le marketing, il continue d'évoluer, on se laisse pas porter par ce qu'on a toujours fait. Je trouve qu'il y a vraiment des réflexions pour aller un cran plus loin. L'IA vient clairement bousculer pas mal de choses, mais je trouve ça cool, en fait. Moi, j'aime le fait qu'on reste pas sur nos prérequis, qu'on ouvre nos chakras, qu'on se pose des questions. Je trouve ça génial. Mais clairement, et donc du coup, par exemple, tu vois, là, on est, quand nous, on enregistre, on est... alors du coup, la météo ne le montre pas, mais on est mi-mai 2026. Toi, c'est quoi là que... Toi, qui est... donc, par rapport à moi, toi, donc t'es beaucoup quand même dans cet écosystème, plutôt grosse boîte. C'est ça que je regardais un peu avec tous les gens avec qui tu travailles. C'est ça vrai. Reste quand même toujours J'ai des toutes petites et j'ai des grosses. Je marche au coup de cœur. Ouais, bon. Parce que moi, en fait, je te connais par Club Med, par SNCF. J'en avais vu une autre qui m'avait fait titre où c'était un peu pareil, une boîte institutionnelle comme ça. Eric,
Netflix, peut-être. Ouais, peut-être, voilà. Des salons. Ouais. Bah, et donc, du coup, en fait, toi, c'est quoi que tu vois, enfin, c'est quoi un peu un peu le changement de paradigme? Alors, on a commencé à en parler, mais du coup, que tu observes et que tu dis, tu vois, ça, regardez bien, fin 2026, 2027, ça va commencer à devenir la norme et beaucoup de marques vont le comprendre. Il y a un changement qui est déjà en cours et dont je parlais déjà l'année dernière, le retour un peu à l'événementiel. Et je trouve qu'en fait, maintenant, il y a eu cette vague où il y en a eu beaucoup d'un coup. Ouais. Quand j'ai quitté le club, j'ai tenté de créer pour les marques avec lesquelles je bossais des formats, moi, que j'ai appelés des réunions Tupperware. C'était se dire, et je l'ai fait pour la marque de joaillerie, Loyal, dont tu as dû voir passer aussi. C'est l'une de mes meilleures amies qui a monté une marque de joaillerie sur la base du diamant de laboratoire. Donc, on est sur une audience cible avec un fort pouvoir d'achat. Donc, tu es en mode, OK, donc dans la même idée que des voyages au Club Med qui ne sont pas donnés, je ne suis pas en train de cibler une audience pour lui vendre un rouge à lèvres à 20 €. Il me faut une audience assez CSP+. Comment est-ce que, via de l'influence, entre guillemets, je vais générer de la noto, de l'engagement et à un moment donné de l'acquisition, voire de la conversion. Et on a créé ces formats de... donc l'intention, c'était de se dire, j'étais en mode pense réunion Tupperware, où tu invites tes copines, tu as un pouvoir de prescription, et si elles sont toutes affinitaires sur le pouvoir d'achat, leur niveau de vie, et ce qu'elles aiment consommer, etc., on ne devrait pas se louper. Une petite coupe de champagne en plus, une valeur ajoutée pendant la soirée. Donc, qu'est-ce qu'on leur offre pendant la soirée? On a décidé de lancer un atelier diamant, qui est un truc que normalement tu n'accèdes pas forcément, sauf si tu vas à Place Vendôme dans des grandes maisons. Et on a monté ce format d'event un peu entre copines, où en fait, moi au début, j'invitais mon réseau et je faisais du matchmaking. J'invitais 10-15 nanas à venir passer une soirée dans une boutique de joaillerie, à regarder des bijoux, à passer en atelier diamant, à trinquer avec du champagne, à comprendre déjà, à leur ouvrir les chakras sur un sujet qui est le diamant de laboratoire, et en parallèle après juste se faire kiffer pour quelle occasion tu porterais une bague ou tu as l'acte d'achat, tu les mets dans des conditions qui sont canons, et en fait de fil en aiguille et de bouche à oreille, la marque en fait en offline, alors que ces personnes-là elles n'ont pas de compte Instagram. Je t'invitais la DIRCOM de je sais pas quoi, qui me disait oh je peux venir avec ma meilleure amie, qui machin. En fait tu te trouves avec des nanas qui ont Instagram ou pas, ou qui ont 300 followers ou 3000, mais en fait qui derrière te font de l'acquisition de ouf. Et en fait, qui te font de la conversion, et tu crées ton maillage aussi en offline. Et en fait, ces formats-là, je sais pas si tu l'as vu, mais moi, depuis 2 ans, on les voit exploser, ces fameux dîners. C'est différent, attention, des dîners d'il y a, je vais dire, 7-8 ans. Alors, je suis peut-être plus dans la cible que toi, mais sur les réseaux sociaux, les nanas, moi, à un moment donné, je me rappelle avec mes potes, on était en mode... En fait, on n'y arrivait plus. Il y avait une saturation de cette fin d'année où toutes les blogueuses influenceuses, elles étaient rincées pendant tout le mois de décembre. Ce qui était super, hein, elles étaient leviers, entre guillemets, d'interprétation, de stratégie de communication, fine. Mais on les voyait toutes invitées par Sephora, par je ne sais quoi, à des grands dîners, dans des setups genre incroyables. C'était genre des fêtes, mais il y avait un espèce de FOMO un peu toxique et malsain. Et nous, on était en mode super, t'es dans ton canapé avec ton café, t'es en PLS total. Là où on a réinversé la tendance et on s'est dit, au lieu de donner ça aux influenceurs, on va donner ça à des vrais gens. Et des vrais gens qui n'ont pas forcément les réseaux, qui ont peut-être 3-4 000 followers, mais ultra qualifiés, mais qui surtout vont en parler dans la vraie vie à leurs potes. Ouais. Et donc, en fait, tu fais ça le mot est un peu post-Covid, mais par cluster d'affinité, et tu crées tes clusters par ville, etc. Et tu vas aller créer ton réseau d'influence offline, mais à fort pouvoir de prescription. Et là, en fait, Et moi, j'ai vu pléthore d'events se développer, format dîner, format petit-déj, format déj, prise de parole, des talks, en B2B, en B2C. Et c'était pas un sujet de est-ce que tu es influente ou pas. Il y en a toujours un peu, mais c'était... T'es dans la cible, donc je t'invite. Et je pense que tu parles à beaucoup de monde. Ah, mais c'est ça. Mais donc, enfin, tu dis influent ou pas, en fait, ça reste de la micro-influence. C'est la prescription, encore une fois, voilà. Différente. Quelqu'un qui a 50 000 abonnés, mais qui, je sais pas, qui est encore une fois ultra généraliste, ultra lifestyle. Et en fait, dans les 50 000 abonnés, il y a la moitié, c'est peut-être, je sais pas, des nanas de moins de 18 ans. Ouais. Bon, en fait, vaut mieux peut-être inviter, du coup, cette grande chef d'entreprise ou cette grande chef ou autre qui a 3-4 000 abonnés, mais c'est que des gens en fait de son milieu qui ont son pouvoir d'achat et qui sont en fait dans l'ICP de la marque en fait quoi. Bien sûr. Et tu vois à voir ce que va donner WhatsApp. C'est marrant, ce matin je voyais un post LinkedIn d'un copain, Mathieu Delcourt, qui travaille chez Meta, qui parlait de WhatsApp et de ce qui allait venir et la force de WhatsApp aussi pour les marques. Et il parlait de Sophie Lepeu, qui est la Chief Digital Marketing Officer chez Maison 123, qui a fait aussi un move et un grand changement ces dernières années. Cette belle endormie qui est revenue et qui a... c'est pas juste redorer son image, c'est un repositionnement avec ce qu'il y a eu à Paris et la façon après de
de le partager sur l'ensemble du territoire. Le WhatsApp, aujourd'hui, est hyper important quand tu invites ces personnes-là. Quand tu invites aujourd'hui en réunion Tupperware ou format un peu in real life des personnes, il faut savoir que la nana, par exemple, c'est très féminin, mais j'imagine qu'il y a aussi la verticale sur l'homme, mais d'écrire après à ses copines, sauf que t'écris pas à une copine, t'écris dans des groupes de copines. Ouais. Le pouvoir des groupes de copines. Moi, le peu de codes que j'ai sur les marques avec lesquelles je bosse, quand j'ai des petits codes promo, moi, j'ai des copines, je pense qu'elles sont 15 à me dire « Tiff, t'as un code ?» Le problème, c'est qu'elles, du coup, elles vont le porter aussi la marque, et donc, du coup, elles vont naturellement, t'as un effet multiplicateur qui est assez incroyable sur une cible qui est parfaitement celle des marques. Je trouve qu'il y a un vrai sujet. L'influence, c'est tant le nombre de followers ou le nombre de groupes WhatsApp, de potes que tu as sur ton WhatsApp. Enfin, tu vois, c'est assez dingue, quoi. Ouais, tu vois, moi, là où je te rejoins un peu, je vais un peu compléter par rapport à ce que je ressens aussi de mon côté, c'est qu'en effet, aujourd'hui, l'influence, il y avait beaucoup, en fait, on voit les top influenceurs très B2C, que tu as sur YouTube, que tu as sur Insta, où tu peux très vite être à des montants à 6 chiffres pour les activer. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as 100 000 euros. Alors, j'allais dire, tu peux activer une Lena situation, peut-être qu'elle est sûrement beaucoup plus chère que ça, mais bon, imaginons, on va dire 100 000 euros. Mais c'est vrai qu'avec 100 000 euros, tu pourrais également activer, mais encore une fois, c'est plus un travail de fourmi, comme tu dis, il faut vraiment mapper, mais tu pourrais en fait activer 1000 micro-influenceurs. Et en fait, c'est à voir si tu as les moyens, c'est de faire les deux, tu vois, d'avoir vraiment des ambassadeurs avec cet effet de halo, et en effet, tu associes ta marque à une situation, c'est ultra puissant. Mais en fait, après, si tu vas aller aussi faire énormément d'acquisitions, en fait, c'est aussi aller voir, du coup... 100 000, du coup, plutôt, c'est 1000 micro-influenceurs qui, eux, parlent vraiment aussi à 100% à ton ICP, en fait, quoi. Ou alors, tu as une autre option. En fait, quand tu as ce budget-là, vraiment, j'en reviens à mon point de se poser les bonnes questions. Demain, peut-être que tu peux prendre une partie de ce budget-là et faire une expérience à un setup encore plus ouf, quitte à inviter un peu moins de monde, à, tu vois, se poser les bonnes questions de où est-ce que tu investis ton argent en influence. Le budget du setup, du réceptif, de la considération que tu vas avoir, de l'enveloppe que tu vas créer dans la façon dont tu vas embarquer les gens, il est tout aussi important que finalement ton acquisition. Donc en fait, peut-être que... Mais il faut juste se poser les bonnes questions. J'ai très souvent, et surtout quand je me suis mise à mon compte au tout début, j'ai eu plein de marques qui voulaient qu'on bosse ensemble en mode « je veux faire de l'influence ». Pourquoi ? Parce que c'est à la mode. Ok, mais encore... En fait, regardons ce que vous vendez, regardons qui est votre persona, regardons quels sont vos objectifs, etc. Peut-être que toutes les marques ne sont pas forcément viables à l'instant T à faire de l'influence. Peut-être qu'il y a d'autres chantiers à mettre en place en amont. Peut-être que l'influence, oui, mais peut-être pas le format qu'ils ont vu ou qu'ils voient chez leurs concurrents. Et surtout, un point, arrêtez de regarder vos concurrents, quoi. Moi, il y a un vrai sujet, une question que je pose toujours à mes clients, c'est... Ok, votre persona, il consomme quoi d'autre comme marque ? Et ils vont me dire, il consomme tel concurrent. Non, il consomme quoi d'autre comme marque dans sa journée ? Quelles sont les autres marques qui l'inspirent et qu'il consomme sur d'autres secteurs, sur d'autres industries ? On s'en fout des concurrents, on veut se différencier d'eux. Donc en fait, on ne va pas regarder ce qu'ils font eux. On va surtout regarder ce que font les marques que consomme ce persona sur le reste de sa journée, quoi, en fait. C'est ça le plus intéressant. Et donc quand tu investis, et surtout quand tu parles d'une enveloppe genre de 100 000, ça reste quand même des belles enveloppes. Prenez le temps et ne sautez pas à pieds joints dans je vais faire 100 000, je divise par temps, ça me fait 50 profils ou 100 profils activés. Ah, pas du tout. Ah, j'ai les fils qui se touchent, ça fait non, pas du tout. Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup ça à un moment donné. Ça a été beaucoup ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste, on respire, on prend le temps, on a 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qui se fait ? Et surtout, arrêtez. Je vais aller sur un terrain qui est un peu glissant. Arrêtez de se dire que c'est pas grave, ça, je vais le négocier. Moi, je trouve qu'il y a un vrai sujet où le marketing est en train de perdre de sa valeur. Je m'explique. Je vois beaucoup d'agences et d'annonceurs réduire les budgets. Mais réduire les budgets parce qu'ils veulent faire plein de choses. Mais du coup, on perd la valeur de la chose qu'on veut mettre en place, de la campagne qu'on veut mettre en avant. Je représente un média avec qui je bosse. Et l'autre fois, je partage le deck à des potes. Et j'ai eu plusieurs réactions. « Oh, c'est super, direct, on m'a acheté 2-3 épisodes auprès de ce média. » Et à l'inverse, j'ai une copine qui m'a dit « Mais c'est hors de prix. On parle de 3 000 euros. » C'était quoi le média ? Minuit au musée. Ok. J'embrasse Iban, Sam et toute la clique. C'est quoi comme média ? Ils font quoi Minuit au musée, c'est... alors maintenant, c'est Minuit les médias. L'idée, c'est interviewer une célébrité à minuit dans un musée
Donc, Trop ils bien. ont fait pas mal... Ah, mais oui, j'ai vu. Le dernier était au Grand Palais avec un grand chef. Enfin, ils ont vraiment eu... Ouais, j'ai vu passer sur Insta, ouais. Vraiment canon. L'idée est géniale. Ils ont trouvé, en fait, pour moi, une brèche. Tant de... On va aller chercher des gros profils, des gros profils, genre de la célébrité. On va aller dans des lieux culturels et on va faire un format de confidence qui va permettre d'être... Enfin, en gros, l'idée, c'est d'être accessible à un maximum de personnes. Je trouve qu'il y a d'un côté, tu vulgarises l'accès à la culture, tu donnes la parole à des célébrités d'une façon un peu différente de ce que tu vois d'habitude, parce qu'il y a souvent un agent qui leur dit, bon, bah voilà les questions à poser. Là, il n'y a pas ça. C'est vraiment une vraie confidence. Ils sont sur un format que je trouve très cool. Et donc, on a travaillé ensemble sur le deck de sponsoring, etc. Il faut savoir que moi, je les félicite parce qu'ils ont fait 1 an d'épisodes à leurs frais, sans pour autant lésiner sur la qualité du profil ou des lieux. Ils ont tourné au MAD, ils ont tourné au Grand Palais, tout ça, sans vivre du média et sans avoir... Frais, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis en mode, les gars, honnêtement, chapeau. Et donc, quand on a monté le deck, moi, je leur ai dit, on va faire 1 temps 1 avec ce type de budget qui respecte votre travail, qui va vous commencer, entre guillemets, pour vous, à vous projeter sur, vous allez pouvoir commencer à vivre dessus. Et puis après, évidemment, dès lors que ça commence à prendre, on va augmenter parce qu'on connaît la valeur de votre travail. Il faut savoir que derrière, les gars, ils viennent pas de nulle part. Enfin, Iban, il est journaliste et l'équipe qui est derrière, c'est des gars qui bossent dans la prod, la DA, mais à un niveau pour des marques de luxe. Donc, tu vois que la finalité du produit, elle est incroyable. Et bref, j'échange avec des potes sur ce sujet-là. Et quand on me dit que 3 000 € pour un épisode où, je dis n'importe quoi, mais demain, tu peux avoir une Virginia Efira ou une Camille Cotin. Ah oui, c'est fou. Moi, je suis un peu en mode, écoute-moi, tu devrais mettre combien si demain tu devrais juste envisager de l'avoir dans une collaboration influence ou en tant qu'ambassadrice? En fait, ça se dit. Enfin, on parle parce que je suppose qu'il regardait que l'audience, en fait, qui doit être aujourd'hui, qui doit être middle, en fait. Mais quoi. qui est même pas middle. Enfin, ils commencent, ils ont 3-4 000 followers parce qu'en fait, c'est de l'organique, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, en fait. Et du coup, souvent, moi, pareil, je m'arrache les cheveux en disant, mais en fait, il n'y a pas que ça. Regardez, en fait, aussi, c'est quoi, en fait, l'effet de halo que vous allez avoir. Et encore une fois. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir, vous, en faire derrière? Vous allez pouvoir recommuniquer dessus, associer votre image à... Tu vois, je te le relaisse que vous poursuivez après. Mais tu vois, là, je suis en train d'essayer de créer, en fait, un nouveau format d'événement. C'est pour ça que mes yeux sont illuminés quand tu as dit je repense vachement à l'événement qui va, pareil, reprendre beaucoup de place. Que pareil, moi, en fait, aujourd'hui, dans le digital, je le fais parce que c'est mon métier, c'est ce qui me fait gagner ma vie ou quoi, mais... Pareil, je devrais pas le dire, mais en vrai, ça commence à m'emmerder, quoi, tu vois. Et j'ai envie d'aller mettre justement plus de choses comme le Mont Blanc. Là, on va le faire au GR20. Là, tu vois, j'ai un événement, le nom, je vais appeler ça la récréation, et je veux que ce soit un événement où il y a des étudiants, où il y a des entrepreneurs, où il y a vraiment tout le monde qui veut être inspiré, faire venir des gros interlocuteurs, des gros speakers. Tu vois, normalement, là, le premier, ça va être Inoxtag. Évidemment, tu vois, moi, je l'admire beaucoup. Donc, j'ai envie de le faire venir sur scène devant 500 000 personnes. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, je cherche des sponsors. Et pareil, en fait, c'est la question de dire, ouais, mais donc, du coup, après, ça va être mis sur quelle chaîne, ça va faire quelle audience ou quoi. Mais en fait, je sais pas. En fait, juste dis-toi, c'est tel événement. On va parler de ça. Le speaker, c'est ça. Enfin, tu vois, essaye de voir, en fait, un peu la valeur de ce que ça peut coûter, quoi. Et tu as un sujet de si vous êtes les premières marques à investir sur... Tu vois, il y a ce côté, bien sûr que le média, il sera reconnaissant sur le long terme. Il y a toujours un début à quelque chose. Donc, en fait, une marque, à un moment donné, et les marketeurs doivent le savoir, c'est que je pense que et c'est tout le mal que je leur souhaite, mais dans 3-4 ans, peut-être que d'un point de vue budget, le média, il sera inaccessible financièrement. Mais ils seront toujours sympas avec les premiers qui leur ont fait confiance. Tu vois. C'est ça, c'est que... En fait, ça reste de l'humain. Et à ce niveau-là, c'est de l'humain, c'est de la rencontre, c'est du soutien. En fait, si le format vous plaît, si les interlocuteurs vous plaisent, et en mode, tu peux pas te payer ce genre de célébrité, mais tu peux mettre ton nom à côté sous un poste ou c'est en cross-post. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est pas cher payé pour avoir ton... Enfin, tu vois, c'est juste faire preuve un peu de lucidité sur certaines choses et pas chercher à négocier mais je pourrais avoir... plus de formats, en fait, arrêtez de négocier. Derrière, il y a des gens qui travaillent. Tu vois, moi, 3 000 € par exemple, je trouve que c'est pas hors de prix pour une collaboration. Et après, il y avait d'autres budgets plus grands, etc. Mais je pense qu'il faut faire moins, mieux et plus s'impliquer. Parce que je pense que tu as aussi des marques qui investissent et qui veulent mettre peu de budget sur certaines OP, parce qu'elles se disent je vais mettre un petit ticket là, puis ils laissent faire. Non, mettez un plus gros ticket, impliquez-vous, et du coup, venez avec les autres leviers du marketing, manger à la table, entre guillemets. Invitez le CRM, invitez le média, voyez pour utiliser les contenus et faire du post-sponsor. Enfin, tu vois, genre, allez plus loin. Faites-le, mais faites-le bien et faites-le à fond. Moi, ma crainte,
tu me posais la question tout à l'heure. Moi, ma crainte, c'est pas une tendance. J'ai juste peur que le marketing, il va pas s'effondrer, mais perdre un peu son... Moi, je trouve les passionnés de la marque, etc., je suis en mode, où sont-ils? Je vous en supplie, restez vivants, on a besoin de vous. J'ai besoin qu'on garde cette passion pour le marketing, les choses bien faites, bien réalisées, les experts. J'ai envie que ça perdure, en tout cas. Non, mais tu vois, je suis 100% aligné. Parce que tu vois, moi, tout ce que tu décrivais, en fait, c'est exactement ce que j'ai vécu avec nos amis de SNCF, où en fait, ils ont été... Alors, c'est ambivalent ce que je veux dire, mais en fait, autant ils m'ont laissé carte blanche qu'ils ont été exigeants. Mais en fait, ils ont été exigeants d'un point de vue professionnel, parce que c'est des pros, mais ils ont été exigeants en fait envers nous, mais en fait surtout aussi envers eux-mêmes, dans l'aide qu'ils nous ont apportée, l'aide pour la création des contenus, pour la mise en valeur de la marque, la mise en valeur du projet. Enfin, tu vois, tout ça en fait fait que tu sais, c'est un partenariat mais incroyable, et que même moi demain SNCF ils peuvent me demander ce qu'ils veulent, je les aiderai même gratuitement ou quoi, parce que en fait on crée une relation quoi, sur le long terme quoi. Donc, c'est ça qui est fou. Non, mais c'est hyper important. Et tu vois, si on doit rebondir sur la partie un peu relations publiques, tu as aussi un truc qui fonctionne très, très bien, c'est les clubs. Les clubs, c'est une mine d'or en influence. Tu sais que moi, j'ai un club d'entrepreneurs et j'arrive pas à le monétiser, en fait, parce que je pense que je me pose pas les bonnes questions et que ça n'a pas été ma priorité. Mais tu vois, j'ai un club d'entrepreneurs à Bordeaux qui s'appelle le Poney Club, que j'ai monté il y a 4 ans. Il y a quand même plus de 500 dedans. Donc, c'est un WhatsApp avec 500 entrepreneurs bordelais. En fait, j'ai conscience que ça vaut de l'or de fou. Bien sûr. Mais je l'utilise pas du tout. En fait, c'est juste un outil... en fait, limite que je donne aux entrepreneurs bordelais. J'en organise un événement par mois. Ils payent juste leur place. Enfin, il n'y a pas de cotisation, il n'y a pas tout ça. Moi, je gagne 0 € avec le truc. Mais tu vois, alors, du coup, je voulais juste mettre ça à tes dispositions. Donc, toi, tu me conseillerais quoi là-dessus si je voulais le monétiser un jour? C'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Alors, je vais plutôt te partager une OP que tu as certainement suivie, mais qui, du coup, émane de ce type de réflexion. C'est que... quand Benjamin Terrasson, donc du coup le directeur marketing de chez American Vintage, me dit Tiff, faut qu'on bosse ensemble, etc. Donc d'où les chaussettes. D'où les chaussettes, exactement. Les belles que les gens chaussettes. ne voient pas sûrement, mais alors, on est quand même sur des très belles chaussettes vertes American Vintage. Donc, les gens qui sont en audio là ne le voient pas, mais passez sur YouTube aussi de temps en temps. Moi, je me rappelle une discussion avec Benjamin où je lui ai dit fais-moi kiffer, mets-moi sur l'homme. Il voulait qu'on bosse ensemble et je lui ai dit moi il y a un challenge, la femme, les familles, j'avais fait ça pendant 4-5 ans au Club Med, j'étais en mode donne-moi un autre challenge, et surtout je pense que l'homme il n'est pas assez adressé alors que c'est un boulevard, et je trouve que le persona, moi je suis passionnée par tout ce qui est un peu sociologie, etc., comportement, et je lui dis l'homme il y a un truc à faire. Il me dit ok, trouve-moi une OP. Et en fait après réflexion je me suis dit mais je sais pas, alors je veux bien que tu répondes d'ailleurs à cette question, mais j'ai pas l'impression que votre comportement follower sur Insta soit le même que les femmes. Je vous vois pas forcément suivre, tu vois, des mecs en mode pour avoir du style, etc. Et je lui dis, mais en fait, je crois pas je pense pas que mon atterrissage soit d'aller te chercher des profils influenceurs. Par contre, si tu veux une audience de mecs, je crois que je vais aller te chercher un club. Et je vais aller te chercher un club de mecs dans la cible. Faudrait qu'ils fassent un peu de sport, faudrait qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils aient un bon pouvoir d'achat. Et j'étais en mode Blue Athletics. Ouais. Et donc là, ça tombait bien parce qu'au même moment, le patron d'American Vintage voulait construire un terrain de paddle là où ils ont leur bureau à Signes. Et j'étais en mode, mais en fait, il y a un fil conducteur à prendre. Mickaël est passionné par le paddle, etc. Il a envie d'en faire, bim, bam, boum. L'histoire va être facile. Storytelling, on adore ça. J'en parle à Benjamin. Je dis, écoute, moi, je vois bien un rapprochement avec Olivier. J'ai présenté Babola à Blue Athletics quand ils se sont lancés. Partenaire on-court. Donc Blue Athletics, c'est le club de mon ami Olivier Ramel, qui est mon associé aussi sur Kimono, qui a lancé Blue Athletics, qui est, on va dire, le premier et la plus belle marque de club paddle. Alors, c'est pas un club paddle business, c'est une ligue de paddle. Voilà, il faut utiliser la bonne sémantique. Il m'en voudrait beaucoup si j'utilisais pas la bonne. Et donc, du coup, il a aussi donc une partie marque, merch. Et donc, du coup, il a fait une super collab avec nos amis d'American Vintage. Et l'idée, c'était de se dire, Babola est le partenaire on-court. Et je lui dis, viens, on va te trouver American Vintage qui va être ton partenaire off-court. Donc, le prêt-à-porter que tu vas apporter, pas que forcément quand tu joues sur le terrain, mais aussi le lifestyle qui entoure le paddle. Exactement. Et c'était la marque affinitaire parfaite. Et donc, du coup, on a monté une capsule off-court, hyper sympa. Mais tu vois, c'était pas juste, on fait une collab et on donne des produits American Vintage. Non, il fallait que ce soit une co-création. On a créé toute une ligne de vêtements qui va avec. Et ça, c'est la dimension un peu club que je trouve sympa. C'est que moi, mon objectif, c'était que American Vintage puisse parler aux centaines de membres de Blue Athletics. C'était vraiment, donc, cette manne, même si c'est qu'une centaine de personnes, c'est une centaine de personnes ultra qualifiées qui parleront à un persona affinitaire dans leur réseau
personnel. Je vais te donner le meilleur exemple de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai 2-3 pièces d'American Vintage et j'achète pas du American Vintage parce que j'ai vu un influenceur mode homme en porter. C'est parce que je vois toujours Louis faire des stories dessus parce que lui aussi il est proche de la marque, sûrement qu'il se fait gifter, sûrement que des fois il en achète ou quoi, peu importe. Et du coup il le met en valeur. Il doit avoir 10 000 abonnés sur Instagram. C'est pas un influenceur mode, mais c'est un entrepreneur que moi je vois en fait dans le même écosystème que moi, que on a à peu près le même âge, on est pères de famille tous les deux. Voilà, moi je me reconnais plus en lui que dans l'influenceur mode blogueur. Et donc, du coup, comme je le vois une fois, 2 fois, ça, en fait, c'est aussi du matraquage, ça reste de la publicité. Bien sûr. Et à un moment donné, je dis, tiens, putain, cette veste, je l'adore, ce t-shirt, je le kiffe. Et à un moment donné, j'étais sur le site d'American Vintage, ils partageaient même pas de code ou quoi, tu vois. C'est juste qu'en fait, à un moment donné, c'est un peu comme la pub dans le métro. En fait, à un moment donné, tu le vois à une station, 2 stations, 3 stations. En fait, au bout d'un moment, tu le vois 6-7 fois et puis tu vas peut-être le revoir aussi autre part. Et encore une fois, là, le fait d'avoir du coup ces micro-influenceurs un peu affinitaires avec ces petites audiences mais qui sont ultra qualifiées, c'est là que ça sert, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est pour revenir à ton histoire de club et ton audience. J'ai monté, moi, avec des copains, un club privé il y a 3 ans, un club privé qu'on appelle Profile. On aime bien. Profile, on l'a monté pourquoi c'était pour se dire on va rassembler des profils atypiques qu'on appelle des math skillers. La math skill, c'est tout ce que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer demain. Donc, c'est ce qui fait de toi foncièrement un être humain avec une intelligence émotionnelle, relationnelle, la force de la contradiction. Enfin, c'est ces profils. Quand je dis atypiques, moi, je dis souvent c'est des poils à gratter, mais des poils à gratter mignons. Et moi, j'ai souvent vécu ça un peu en entreprise où on avait besoin de moi en tant que poil à gratter pour des sujets, aller pousser des portes, etc. Mais pour autant, et j'étais très mignonne évidemment, mais à un moment donné, le poil à gratter, il en venait à embêter. Sauf qu'après discussion avec le monde du corporate, on s'est rendu compte que des profils qui avaient ce truc de math skill pouvaient en interne, et il faut à minima, on en parlait, le premier événement qu'on a lancé Profile de façon très officielle, c'était avec Google et le patron de Google France qui disait... il faut qu'on ait, tout comme on a les hard skills, les soft skills en entreprise, c'est aussi important d'avoir un quota de math skillers. Okay. Moi, je donne souvent l'image de t'es sur un bateau, t'as ceux qui rament, et il faut des personnes qui rament. Et tu vas avoir le profil math skiller qui va regarder à droite, à gauche, et qui va dire... Il n'y aura pas un petit chemin là sur le côté, on se l'attend très bien. C'est tout le monde qui va le regarder en mode oh là là, il est un peu fou. Sauf qu'en fait, ce chemin-là, il peut soit te faire rallonger ton séjour, mais tu vas découvrir des opportunités de marché sur le chemin, soit tu vas faire une rencontre de ouf, soit c'est plus rapide, soit, tu vois, c'est ces profils un peu sympas qui vont essayer de stimuler un petit peu le collectif, mais toujours de façon très positive. Bref, on s'est dit, montons un club autour des profils un peu math skillers. Et l'idée des événements qu'on organise, c'est tu rencontres des personnes que tu n'aurais pas rencontrées dans ton quotidien. Typiquement, tu es capable de parler à un grand patron d'une boîte qui est cotée en bourse, tu peux parler à une championne de MMA, tu peux parler à un médecin de la PHP, mais on a tous ce petit truc un peu math skiller. C'est informel, mais il y a du business qui s'y fait aussi malgré tout. Et on a monté il n'y a pas longtemps un groupe WhatsApp, ça fait 1 an et demi maintenant, qu'on appelle la boucle Problem Solving. Les gens sont d'une éducation sans nom. On avait peur que ça parte dans tous les sens en mode « oh là là, on va devoir modérer ». Et la réalité, c'est que d'un point de vue recommandation business, c'est une mine d'or. Le truc s'autogère. Nous, on est capé à 100 membres. Nous, on a ça avec le Poney Club aussi, où j'ai pas besoin de faire de modération. Tout le monde a compris qu'on n'est pas là pour faire sa pub, on est là pour s'aider. C'est ça que c'est fou. Quelqu'un te dit j'ai une merde là avec un client qui est en train de me mettre. Quelqu'un a un avocat spécialisé là-dedans. Bim, ça arrive par 3-4 direct, quoi. Et ce qui est assez dingue, c'est de voir. Tu vois, moi, j'ai proposé, à titre d'exemple, j'ai fait une soirée American Vintage avec Profile. Parce que je trouvais que c'était pertinent. La marque, elle évoluait sur des territoires que je trouvais très cool. Elle avait envie d'habiller aussi ces profils un peu qui peuvent venir du corpo, etc., sur le reste de leur vie, genre pas que du lundi au vendredi sur vos horaires de bureau, mais en parallèle. On a fait un événement, c'était génial, en fait. C'est certainement aussi devenu des clients. Ils te reparlent après de la marque, ils ont eu un petit gift, etc. Ces clubs-là, bien utilisés, pas dans un enjeu commercial de façon frontale, derrière, c'est des bassins d'audience qualifiés, tu leur places, c'est les premiers à dire « Oh, j'ai accès à une vente privée, ça chauffe qui ?» En fait, tout le monde est en mode « Mais all-in, quoi !» C'est génial, en fait.
Il y a peut-être un sujet, tu vois, à développer sans en faire un modèle business pur derrière. Nous, on a monté un business, mais c'est une association, donc on vit pas dessus, mais c'est en autosuffisance pour qu'on puisse, à un moment donné, tu vois, se faire plaisir sur des formats de projet. On fait un événement, on fait notre premier off-site chez Momo Hamo en septembre prochain, donc l'un des projets aussi d'Olivier Ramel. Il est partout, cet Olivier, hein, il franchement. est partout. On l'aime autant qu'il est infernal, hein, franchement. Je le vois ce week-end sur la retraite épisode aussi, tu vois, comme quoi. Non, mais et je trouve que cet écosystème où on arrive à monter des projets, on arrive à comprendre le lien entre les personnes. En fait, l'influence, ce n'est ni plus ni moins que des putains de relations humaines. Et gardons ça, quoi, tu vois. Franchement, là, tu vois que je pensais pas du tout à ça, mais tu vois, par exemple, ce qu'ils ont fait avec Momo Hamo. Ouais. En fait, c'était génial parce qu'en fait, pareil, c'est là en fait qu'on s'est revus, qu'on s'était vu en décembre du coup pour le film du Mont Blanc, et on s'est vu, du coup, c'était quoi, c'est en avril ou en mars? Non, c'était en mars. En mars, Momo Hamo. Ouais, début mars. Du coup, l'inauguration de Momo Hamo, qui est du coup la première maison, en fait, Momo Hamo, en effet, l'un des nouveaux coprojets, donc du coup, d'Olivier et de Kimono, qui est en fait de faire l'acquisition de maisons, mais même pas qu'elles sont incroyables, elles sont uniques, donc à 1 heure de Paris, et donc du coup dédiées en fait aux boîtes pour aller y faire des off-sites, pas comme les autres, parce que je vais pas faire la description, tapez Momo Hamo sur Instagram, vous allez très vite comprendre de quoi on parle, c'est-à-dire que vous avez jamais vu ça ailleurs, et donc pour l'inauguration, je sais pas combien on était quoi, une centaine peut-être? J'allais dire une centaine. Une centaine d'invités, donc pareil, de tous bords, il y avait évidemment quand même beaucoup d'entrepreneurs, il y avait des créateurs et des créatrices, il y avait des sportifs, il y avait des acteurs, il y avait vraiment du très beau monde. Et tu vois, même, on a passé donc toute la journée tous ensemble. Et moi, tu vois, de cette journée, pareil, j'ai au moins une dizaine de personnes que je ne connaissais pas et qui maintenant sont pas dans mon cercle proche au bout de 2 mois, mais quand même tu vois, avec qui je vais faire des déj, avec qui j'ai organisé des dîners et tout. Et avec qui, en fait, je ne saurais même pas dire là, si j'ai fait du business grâce à cette journée. Mais en fait, encore une fois, on s'en fout parce qu'en fait, il faut surtout pas que ça soit le sujet. Et en fait, moi, tu vois, j'estime que, alors, je crois pas en Dieu, mais je crois beaucoup dans le karma. Et j'estime que si tu fais quelque chose de bien, c'est pas que mathématique, quelque chose de bien va t'arriver en retour, mais à l'échelle d'une vie, si tu fais les choses bien comme il faut, normalement, mathématiquement parlant, quand même, à l'échelle d'une vie, tu devrais t'y retrouver, quoi. Tu vois. Et je trouve, alors c'est une phrase de ma thérapeute que je salue, Marie-Lise, mais elle me dit souvent, Tiffaine, pense en aller simple. L'aller simple, quand tu n'attends rien en retour, en fait, ça t'écrit quelque chose de tellement plus sain. Quand ça revient, si ça doit revenir, ça revient au bon moment, c'est juste. Enfin, tu vois, il y a un truc très... on peut appeler ça aussi le karma, je suis assez d'accord avec toi. C'est le pay it forward qu'on appelle, on appelle ça comme ça dans le business. En fait, il ne faut pas mentaliser. Et moi, je me suis vachement isolée des relations publiques pendant un moment. Je pense que j'ai fait une espèce de crise sociale en mode trop d'événements, trop, les mêmes têtes. Et j'ai volet fermé. J'ai fait hibernation pendant facilement 6 mois. Vous savez que c'est un truc que vous avez à Paris. En fait, beaucoup d'entrepreneurs à Paris me disent, en fait, entre la FOMO et quand même un peu l'obligation professionnelle, en fait, tu peux être à au moins 3-4 événements par semaine et en fait, à un moment donné, c'est too much. Là où, en plus, j'ai l'impression que moi, en vieillissant, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un peu plus de profondeur dans mes échanges. Le small talk, salut, ça va? Non, je peux pas, je peux plus. J'étais en mode, en fait, sortez-moi de là. Je préfère vous revoir en one-to-one pour un café ou pour un déj et on parle vraiment. Mais j'ai eu vraiment ce truc de saturation et je pense que ça fait partie aussi des points, des effets de bord à connaître quand tu bosses dans ces milieux-là, quand tu bosses dans la com, le market, l'influence, si tu es amené à beaucoup faire d'événements, apprendre aussi à dire non, à doser, tu vois. Le FOMO, c'est comme les peurs, ça n'existe pas, c'est pas réel. Donc en fait, on loupe pas vraiment grand-chose et je pense qu'il faut surtout se préserver pour être capable de donner un maximum après dans ses projets, dans les relations, avoir du temps de qualité avec les personnes avec qui tu décides de passer du temps sur ces sujets-là, quoi. Non, mais clairement. Et ça, c'est que moi, pareil. Alors, encore une fois, j'ai de la chance, c'est que moi, c'est quand même souvent facile de dire non parce que j'habite à Bordeaux. Ouais, t'as une bonne excuse. Mais tu vois, je lui fais ça, des fois, de dire, tu vois, on me propose un événement, c'est vrai que ça a l'air cool, ça name drop 2-3 noms et tout. Ok, ça a l'air cool. Donc, tu vois, de me dire, ok, j'y vais. Et tu vois, après, c'est noté dans mon agenda. Donc, après, tu prends ton billet de train, tu dis, bon, je vais pas venir à Paris que pour ça. Donc, en fait, tu te forces à te mettre des rendez-vous que tu aurais pu faire en visio, machin et tout. Et en fait, t'as perdu une journée, ça t'a quand même coûté de l'argent. Puis l'événement, tu dis, bon, en vrai, oui, c'était bien.
Ouais. En fait, il faut quand même bien jauger parce que tu vois, tout à l'heure, je parlais de l'événement où on était avec Olivier, où on a rencontré Marie. Mine de rien, j'aurais pas fait cet événement, j'aurais pas pu faire le même film parce que le SNCF a été quand même le sponsor principal. On parlait tout à l'heure de Momo Amo, bah pareil, je suis venu, bah, évidemment en soutien pour mon ami Olivier, mais pareil, je suis content d'être venu parce que c'était un bel événement, du coup, qui m'a permis de rencontrer des personnes vraiment que je kiffe, quoi, tu vois, qui vont devenir à terme des amis, et peut-être qu'un jour on fera du business ensemble, je sais pas, encore une fois, c'est le karma qui décidera. Mais c'est vrai qu'il faut pas, tu vois, par exemple, nous, pareil, le Poney Club, c'est 1 fois par mois, je fais 0 autre événement à Bordeaux que les miens, mais parce que sinon, en fait, tu te défocuses de fou, quoi. Ouais, et puis, pour relier ce qu'on est en train de dire à la partie un peu plus professionnelle des enjeux de ces relations publiques, je vais donner l'exemple de Profile. Quand on a décidé de lancer les événements, on en fait 1 à 2 par mois. Les personnes viennent, on a un taux d'absentéisme qui est assez limité, parce que je pense qu'on a cette conscience derrière de se dire il faut qu'on propose des événements, puis après c'est libre, chacun décide de s'inscrire ou pas. Mais en fait, on a une accumulation et une proposition d'invitation qui est tellement large. Et on a tellement eu besoin, et je pense que tu en es témoin, de ce sentiment de avoir besoin de penser à son bien-être, etc. Aujourd'hui, je trouve que les personnes réfléchissent à 2 fois sur les invitations. Et pour qu'elles te donnent du temps, il y a intérêt à ce que tu sois bon, à ce que ça en vaille la peine, à ce que tu n'as pas 50 000 opportunités, entre guillemets, tu n'as pas 10 jetons tu vois, qui vont être donnés comme ça. C'est un peu, moi, quand on m'invite, je réfléchis à 2 fois en mode, OK, est-ce que j'ai envie de donner ce temps-là à cet événement dans mon temps perso, sur la base de mon temps perso, et je t'épargne le fait de des profils comme toi, qui sont parents, enfin, tu vois, c'est quand tu proposes un événement que ça ait vraiment une valeur ajoutée et que la personne, si elle décide de prendre sa soirée et de se prendre une nounou, qu'elle en ait pour, pas son argent, mais la rencontre, plus le pour waouh. Son temps, encore une fois, l'énergie que ça va lui faire. Hein. En fait... Parce qu'on n'est pas tous des extravertis, tu vois. Même moi qui peut paraître pour un extraverti, la vérité... Je suis plutôt un introverti, en fait, avec les personnes que je ne connais pas. Donc, c'est-à-dire que moi, encore une fois, arriver à un événement et la personne, tu vois, je sais pas, soit qui m'a reconnu de loin, qui vient, qui veut faire, encore une fois, qui veut engager la discussion. Moi, je l'ai pas demandé, quoi, tu vois. Moi, toi, quand je ne connais pas les gens, ils ont plutôt comme tendance un peu à me pomper mon énergie, quoi, tu vois. Alors qu'il y a des extravertis, Olivier, c'est l'extraverti même, qui lui, tu le mets dans une salle, bim, il rayonne et il fait rayonner tout le monde, il y a pas de problème. Mais tu vois, pour des gens comme moi, alors toi, je sais pas dans quelle case tu te mets, si t'es un peu entre les deux ou quoi, mais c'est beaucoup d'énergie, en fait, plus que l'argent, là, c'est limite le temps et l'énergie que ça va me prendre, quoi. Moi, je pense que j'ai shifté. Je pense que j'étais un peu comme... je pense que j'étais très ouverte et très généreuse, tant à donner qu'à recevoir avant. Et maintenant, je suis plutôt assez introvertie. Même, et c'est d'ailleurs pour ça, très souvent, quand j'organise des events, à l'exception près, mais j'autorise très souvent les plus sains, parce que je sais la difficulté que c'est d'aller seul à un event et te dire il va falloir que je fasse société pendant la soirée, en plus de venir... Ouais, moi j'ai besoin de mes branches, hein, tu vois. Ah ouais, et ça, je le comprends. Et du mieux que je peux, quand je travaille avec des marques, je leur dis il va falloir regarder le nombre de personnes qu'on peut avoir pendant la soirée. Il y a potentiellement un bon tiers à qui je vais proposer un plus 1, parce que je sais que sinon, ils ne viendront pas, ou ils viendront la boule au ventre. C'est pas l'idée, hein. Moi, c'est si t'es invité, si tu viens à ma soirée, c'est pour passer un bon moment, quoi. C'est vraiment ça le... Donc, je pense que même moi, la première, je vais rarement à des events si je peux pas avoir un plus 1. Okay. Alors que je bosse. Mais parce qu'en fait, ça me coûte mentalement et énergétiquement, je dirais à l'avance, d'aller à un event et de... Moi, je vois le monde et je suis en mode « Oh, waouh, il y a trop de monde ». Je préfère aller à l'événement, être avec mon plus 1, commencer à zoner dans l'événement, trouver ma place, tu vois, être là pour le fond de l'événement. Et après, quand je me sens bien à l'aise et que j'ai bien pris le temps, d'un point de vue qualitatif, d'écouter le pourquoi j'étais là, je m'ouvre un peu. Mais j'ai un petit côté plus renfermé, quoi. Ah, mais c'est ça, tu vois, on reprend l'événement Momo Amo. Alors, heureusement, là, c'est sur les 100 personnes, je devais en connaître une trentaine. Donc là, c'est facile. Toute la première moitié, t'es avec ceux que tu connais, ceux que t'as pas eu depuis longtemps, tu discutes et tout. Et c'est que après, vers la fin, où j'ai commencé, du coup, à rencontrer d'autres personnes, des nouvelles personnes. Et encore une fois, que j'ai revu 1 fois, 2 fois, 3 fois depuis le mois de mars, depuis l'événement. Donc, alors qu'avril-mai, c'était il y a 2 mois, tu vois. Donc, pareil, moi, il me faut du temps, tu vois. Il me faut mon temps d'adaptation. Alors que, encore une fois, il y a des gens, tu les mets dans la basse-cour, bam, ils sont directement au taquet, quoi. Ouais, c'est canon. Est-ce que ça serait pas, du coup, parce qu'on arrive vers la fin de l'épisode, puisque du coup, je vois que ça fait un peu plus d'1 heure, 1 heure qui est un peu, du coup, ma moyenne. Toi, je sais pas, est-ce qu'il y a des... je pose toujours cette question vers la fin à mes invités. Est-ce qu'il y a des questions que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas pensé à te poser ?
même des sujets, je sais pas là, qui toi étaient un peu d'actualité, que t'aurais, enfin voilà, tu te dis ça pourrait être intéressant pour compléter un peu tout ce qu'on a dit. J'avoue qu'on a abordé pas mal de sujets. Je m'attendais pas à ce que, je m'excuse à l'avance pour ceux qui vont nous écouter, on est parti sur plein de points. Mais c'est le but. Non, mais c'est génial. Alors que le point de départ, c'était l'influence. On a réussi à basculer sur... Moi, c'est l'épisode que je voulais, tu vois. Ouais. Un épisode comme ça où, en fait, pendant 1 heure, encore une fois, tu vois, moi, maintenant, j'accepte que du coup... tu vois, en plus, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. En fait, maintenant, limite, je m'en fous que mes épisodes ils soient écoutés ou vus 10 000 fois par un peu tout le monde. Moi, je préfère qu'ils soient écoutés, par exemple, 1000 fois, mais par contre, par les gens, en fait, encore une fois, qui travaillent dans mon écosystème et en fait, qui sont vraiment dans la cible et qui sont donc, du coup, intéressés par... En effet, nous, on a l'impression que ces sujets d'influence, de création de contenu, de relations publiques, en fait, nous, c'est notre vie. Donc, on pourrait en parler encore pendant 2-3 heures. Ouais. Il y a des gens que ça va pas du tout intéresser, donc, du coup, ils vont skipper l'épisode. Mais en fait, encore une fois, c'est pas grave. Il faut, à un moment donné, aussi parler, en fait, à son audience, quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, pourquoi on le fait. Avant, je me posais pas la question de pourquoi je faisais le podcast. Je dis, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, tout le monde fait un podcast. Donc, il y a 3 ans, je me suis dit, je vais faire un podcast aussi, tu vois. Et je le faisais peut-être pas. Alors, c'est pas que je le faisais pour les mauvaises raisons, mais je m'étais pas posé la question de pour quelles raisons je le fais. Et ça va être à quoi va me servir cet asset, en fait, quoi. Outre le fait que ça me fait plaisir d'aller plus loin avec des gens que je connais à peine. C'est ça, nous, on se connaît à peine. On avait dû se parler 2-3 fois sur Insta. On s'était du coup vu au Mont Blanc, s'était vu à Momo, mais en fait, on ne se connaissait pas encore, tu vois. Mais du coup, après un épisode comme ça, maintenant, encore une fois, on peut dire qu'on se connaît. Et si un jour, tu vois, tu as un truc à me demander, c'est plus facile pour toi et moi de même. Et c'est aussi à ça que sert pour moi le podcast. C'est que c'est pareil, c'est un outil de réseau, quoi. Ouais. En vrai, il n'y a pas de question que tu aurais pu me poser dont le sujet n'a pas été abordé. J'avais peur qu'on parle de... Enfin, j'avais peur, pardon, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire. Je m'étais dit, si on parle d'entrepreneur, si on parle d'entrepreneuriat, parce que moi, c'est un vrai sujet de m'être mise à mon compte où je me suis posé la question du... Est-ce que je me considère comme une entrepreneur parce que je fais du conseil et on me met souvent dans le même panier que les entrepreneurs que tu peux fréquenter autour de toi, qui ont monté des boîtes avec un produit, etc. Moi, où je me sens un peu encore à mi-chemin entre l'annonceur et le modèle agence, j'ai l'impression d'être sur une petite verticale assez cool, de vivre ma petite vie. Et j'avais peur qu'on parle d'entrepreneuriat un peu trop... j'avais peur que ce soit trop entrepreneuriat-centrique, quoi. Je sais pas si... Mais attends, mais par contre, c'est intéressant, c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu te présentes pas comme une entrepreneur. J'ai l'impression que le mot, il veut... si entrepreneur, c'est être indépendante, oui. Je pense que j'ai la fibre entrepreneur quand je suis arrivée au Club Med. Et c'est marrant parce que je reparle avec ma boss, mon ancienne boss, il n'y a pas longtemps. On déjeunait ensemble. C'était qui ton ancienne boss au club ? Aline Ducré. Ok. Qui maintenant est CMO chez La Redoute. J'embrasse fort Aline. Et Aline, on en parlait, je dis, en vrai, moi, ce projet-là, c'était un vrai projet intrapreneurial parce qu'elle a pris un profil, du coup, un profile type un peu en mode math skill. Et en plus, création de poste, souvent c'est ça, on cherche ce type... Création de pôle, c'était vraiment... Donc en fait, on cherche des profils intrapreneurs quand c'est comme ça. Moi, l'image que j'ai, c'est, elle m'a donné les clés en me disant, tu donneras des nouvelles de temps en temps. Je te donne les clés, mais bon, I got your back. Mais tu vois, genre, donne des nouvelles de temps en temps. Et en gros, c'était en mode, Tiffen, t'as le champ des possibles, va débroussailler les territoires, tu vois. Donc en fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir fermé pour autant la porte, tu vois, d'un CDI ou d'une aventure en entreprise. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai l'impression que je me sens pas 100% entrepreneur parce que moi, je sais pourquoi j'ai quitté le club, je sais pourquoi je suis à mon compte aujourd'hui. Néanmoins, c'est pas ce qui me définit, c'est ce qui me définit aujourd'hui, mais c'est pas ce qui va me définir sur la durée. C'est intéressant. J'ai cette fibre de pousser des portes. Mais demain, on me propose de pousser des portes au sein d'une entreprise, c'est le meilleur des mondes parce que moi, j'ai ce sujet j'adore représenter une marque, j'adore porter des valeurs. Quoi, oui, fait, bien sûr. Selon l'opportunité, ouais. Oui, tu vois, j'étais en entretien il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des opportunités qui passent. Je regarde. Il faut juste qu'on accepte le profil que je suis et qu'on ne cherche pas à me mettre derrière un bureau. Ça ne fonctionne pas. Mais si on cherche des profils intrapreneurs, je trouve que c'est génial, en fait. Ok. Donc toi, en fait, mais c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que toi, tu te définis plus en fait, par ton métier et par tes skills que par, en fait, ton statut, en fait. Exactement ça. Ouais. Je l'aurais pas dit mieux. Ouais, j'ai une illumination. Non, mais vraiment, c'est exactement ça. C'est que pour moi, je sais ce que je fais
Par contre, me définir en me disant, est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es la nana qui veut te poser en CDI? Est-ce que je peux faire ce que je sais faire pour une marque? Si c'est possible, oui. Ouais. Et dans ce cas-là, j'irai pousser des portes, tu vois. Mais c'est... Moi, j'adore, et c'est peut-être ce qui me manque dans mon indépendance. J'ai adoré embrasser la liberté pendant 3 ans et demi, mais faire équipe, faire collectif, porter les valeurs, avoir du budget et surtout faire des projets sur le long terme qui sont de la transformation, de la construction. Moi, c'est mon grand kiff. Pendant les entretiens que je passais avec les cabinets de chasseurs de tête, elles me disent, mais à un moment donné, vous aurez envie de vous poser. Peut-être qu'un matin, je vais me réveiller et je vais dire, vous savez quoi, je veux un poste de CMO dans une boîte qui est déjà installée et il faut faire le run. Bon, aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je suis en mode, du coup, c'est quoi le chantier? On doit scale up, level up, désirabilité, on va où? On va croquer quelle pomme? On y va, quoi. Mais tu vois, je trouve que c'est cool d'identifier ces profils-là parce que j'ai des potes qui se mettent à leur compte et je pense qu'elles sont un peu dans cette même direction de on n'est pas 100% entrepreneur, on n'a pas 100% quitté, on n'a pas dit non au CDI, on est juste sur une verticale un peu hybride. Et c'est un truc de fou parce que tu vois, là, moi, vraie anecdote, et j'en parlais, tu vois, j'ai organisé un barbecue hier avec plein de potes chez moi, et je leur ai raconté en fait ce rêve que j'ai fait vendredi soir, donc il y a 3 jours. Et en fait, c'est un rêve qui de base devait bien commencer, parce qu'en fait, je rêvais que je vendais ma boîte, tu vois, je vendais l'agence. Okay. Et du coup, l'une des dans le deal, tu vois, en fait, je rêvais, je racontais le deal à mes amis, et dans le deal, je devais rester 3 ans, du coup, en CDI dans la boîte pour en fait, être le chef de BU, quoi. Okay. Et dans mon rêve, je te jure, vraie histoire, je pleurais parce que je leur disais, mais du coup, maintenant, je suis plus comme vous, je suis plus un entrepreneur. C'est ouf. Tu vois, et genre, j'étais pas content, tu vois, alors qu'on se dit toujours, c'est un peu, un milestone, une sorte de graal de vendre sa boîte, machin. Et ben, en fait, moi, j'étais triste parce que du coup, je me dis, moi, du coup, j'ai plus le statut d'entrepreneur, quoi. Ouf. Tu vois? Le statut. Ouais. Parce que, pour le coup, moi, si tu me dis, qu'est-ce que tu fais? La première phrase que je réponds toujours, c'est, je suis entrepreneur. Pas je travaille dans l'influence, je veux surtout quoi. pas le dire. Ouais. Moi, c'est le mot que je veux pas dire. Parce que moi, je pourrais être entrepreneur dans ce que je veux, en fait, quoi, tu vois. J'adore, c'est incroyable. Vraiment, je trouve qu'on met le doigt sur un vrai sujet. Ça me fait du bien finalement d'en parler, alors que j'étais en mode parlons pas de ça. C'est un vrai sujet, mais t'as mis le doigt et t'as mis les mots. Moi, je veux surtout pas être. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais je veux pas, moi, qu'on me réduise à un statut d'entrepreneur. Je suis un électron libre qui navigue et qui aime beaucoup ses clients, que ce soit en étant en interne ou en étant 100% en externe, mais j'aime profondément ce que je fais et j'ai pas envie qu'on mette un statut dessus. Mais du coup, tu vois, là, tu vois, du coup, on rentre presque dans la thérapie, mais tu vois, du coup, moi, ce que je vois en fait en moi, c'est que du coup, ce qui est dommage, en fait, c'est tous les questionnements que j'ai en ce moment. Ça veut dire qu'en fait, si je me définis d'abord comme entrepreneur et pas comme, en fait, ma mission de vie, c'est ça, tu vois, ça veut dire qu'en fait, je suis pas encore assez animé en fait, par quelque chose, parce qu'en fait, la preuve, en fait, toute ma vie, et j'étais un peu entrepreneur par opportunité. Tu vois, moi, je suis arrivé dans le textile personnalisé, pas parce que j'aimais le textile personnalisé, parce que j'ai eu une opportunité qui a fait que j'ai fait ça et que j'étais bon, et je suis content parce que ça m'a apporté plein d'opportunités. Ça m'a apporté l'opportunité Kimono, rencontrer Olivier, et après faire autre chose. Enfin, tu vois, je regrette absolument pas ma life, mais ça qu'aujourd'hui, encore une fois, moi, je suis un entrepreneur qui a saisi des opportunités, mais en fait, tu vois, j'ai 38 piges et j'ai pas l'impression d'avoir encore trouver vraiment ma mission de life, si ce n'est que, tu vois, avec cet événement, avec ce que j'ai fait avec le Mont Blanc, là, j'ai vu que pour la première fois de ma vie, j'ai dit, mais en fait, c'est ça, moi, que je veux faire, tu vois. Donc, ça mêle quand même un peu la création de contenu, l'influence, le marketing, le B2B, en fait, tout ce que je sais un peu faire, tout ce que j'aime, mais il faut juste que maintenant que j'en trouve le business model et que j'aille plus loin là-dessus. Et aujourd'hui, c'est un peu ça, vers ce quoi j'ai envie de tendre. Mais tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'avais pas encore trouvé le truc qui me fallait, quoi. Ouais, et comme quoi, c'est pas forcément le truc que tu fais tous les jours et qui est devant toi. C'est peut-être un projet qui se construit un peu en side. Ouais. Tu vois, et à un moment donné, c'est ce qui va prendre la place au bon moment. Moi, je crois beaucoup à l'alignement et au momentum, mais ce qui doit arriver, arrive. Et vraiment, des fois, tu as des trucs qui se passent à côté et à un moment donné, c'était juste à côté, puis ça te vient en plein milieu. Tu es en mode, mais en fait, c'est ça que je veux passer je veux donner mon temps à ce projet-là. Et tu trouveras le business model qui ira avec, si tu veux que ça en Parce qu'il y en a, forcément, ça reste... Ouais. C'est juste qu'en fait, maintenant, en fait, c'est une transition, là, en fait, qu'il faut que je prépare. Et donc, mais du coup, c'est comme maintenant, c'est un objectif comme à long terme que j'ai. Et pareil, moi, ça a toujours été mon problème, c'est que j'ai
j'ai rarement eu des objectifs à long terme. J'ai toujours un peu regardé, tu vois, devant moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois max, quoi. Et donc là, je sais qu'il faut que je me mette en ordre de marche là-dessus. Donc tu vois, c'est pour ça que je faisais ce rêve de revendre l'agence, parce qu'en fait, ça, pour le coup, ça serait un accélérateur de, du coup, je peux maintenant plus vite, en fait, me mettre là-dessus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche de me mettre à fond là-dessus? C'est que malheureusement, j'ai 38 piges, j'ai des prêts sur le dos, je suis père de famille. Il faut que je gagne ma croûte, en fait, quoi, tu vois. Il faut que je gagne de l'argent. On a un niveau de lifestyle qui maintenant, même si je peux rebaisser un peu, c'est difficile de le diviser par 2 ou 3. Et donc, du coup, il faut bien aussi gagner de l'argent avec ce pourquoi tu es fort, quoi, en fait. Mais c'est très souvent quand tu as ce genre de questionnement que tu as une période de transition qui est un peu hard, où tu dois être sur 2 projets en même temps. Le temps de... T'as ton boulot qui te fait gagner la croûte, entre guillemets, à côté et qui te permet d'avoir ton run et ton lifestyle. Et tu as ce projet-là qui commence peut-être un peu en mode pro bono au début. Et au moment où tu vas craquer le système, tu seras prêt à lâcher l'autre et ça prendra la place. Mais très souvent, les personnes qui ont un projet en side qui est en fait là où ils veulent aller demain et c'est leur goal, ils ont une période où ils sont sur les 2 en même temps. Énergétiquement, c'est un peu hard, mais ils savent pourquoi ils le font. Et moi, à un moment donné, ça s'aligne et hop, ça se... Ah, mais donc, m'en parle pas. Moi, du coup, là, en ce moment, c'est ça. En fait, ma vie est une période de transition parce que même au niveau perso, du coup, bon, sans rentrer dans le détail, je suis en plein... Enfin, j'ai divorcé l'année dernière. Donc, du coup, pareil, c'est des nouveaux modes de vie à avoir par rapport à ma fille, par rapport à ma vie sentimentale. Et donc, du coup, par rapport à ma vie pro, j'ai également envie de faire une transition. Bien sûr. Donc là, j'ai l'impression, en fait, tu vois, d'avoir tout en transition. Et c'est ça qui est... Du coup, qui est fort en émotion, je pense. Tu vois. Ouais, je pense que 2026, c'est une transition. Ouais, franchement, j'espère. Hein, 2026, ça doit être une belle année. Faut la traverser. Ouais. Faut la traverser. Elle passe vite pour l'instant, 2026. Bon. C'est vrai qu'on est déjà au mois de mai. Voilà. Ça va être le mot de la fin. Mais en tout cas, Tiffen, parce qu'on n'a même pas dit ton nom de famille de tout l'épisode, Tiffen Neveu. Bon, après, c'est dans le titre, les gens quand même vont le voir. Où est-ce qu'on te suit? Où est-ce qu'on te contacte? Insta, LinkedIn, soit sur mon perso, soit sur mon pro, Tiffen Neveu Conseil, ou sur LinkedIn. Voilà, Tiffen Neveu, comme ça se prononce. Exactement, comme un neveu. Voilà. Écoute, en tout cas, merci à toi d'être venu dans le podcast. Franchement, c'était un super épisode et c'était mieux que ce que je voulais parce qu'on a vraiment fait un épisode masterclass sur le sujet. Encore une fois, toi, ça fait quand même longtemps que tu es là-dedans. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que du coup, tu fais vraiment partie du top 0,001% des gens qui ont une vraie expertise et en fait, une vraie connaissance en fait de ce métier de ces métiers de l'influence et de son évolution de ces 10 dernières années. Donc en tout cas, merci beaucoup Tiffen. Merci à toi pour l'invitation. C'était un super épisode. On va remercier SBM les studios qui nous accueillent une fois de plus chez eux, passage du Caire, dans ce quartier qu'on aime beaucoup. Je vais remercier le sponsor de l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, vous abonnez, vous mettez un petit like, ça mange pas de pain, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir. Si vous êtes en audio, vous mettez un 5 étoiles, hyper important pour le référencement du podcast et faire en sorte que vous puissiez continuer 1 à 2 fois par semaine à avoir tous ces contenus gratuits qui me demandent quand même beaucoup d'énergie, mais que je fais toujours avec grand plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans La Chapelle Radio. À bientôt Tiffen, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.